Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le marché donc life science aux États-Unis en 2025. Pourquoi ce petit récap? Suite à mon nombre de remarques par rapport à la foncière en question, Alexandria. L'objectif étant, c'est un, analyser le marché pour savoir où on en est. Est-ce que la situation plutôt bonne ou plutôt mauvaise? Et puis on verra dans un second temps l'analyse donc un petit peu plus poussée de cette foncière. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça m'aide énormément à me donner votre petit feedback, les axes d'amélioration. Un petit like, on partage. Petit aparté, je ne suis pas un conseiller d'investissement et l'ensemble des informations, de ces slides proviennent principalement des brokers. Donc les plus connus, c'est CBRE, on a quand même pas mal de données, Netfrank et Cushman et généralement les données sont plutôt optimistes. Donc selon ces informations, donc principalement donc CBRE, on a aujourd'hui donc plus 41 des transactions au troisième trimestre 2024, qui ont augmenté. On a également une absorption qui est plutôt positive, en termes de mètres carrés, ce quatrième trimestre, donc 2024. Et on est sur une progression annuelle de 3,4 millions, foot square, loués donc au T4, 2024, soit plus 28 sur un an, donc ce qui est quand même considérable. On remet le contexte également au niveau de l'emploi dans le secteur. C'est quand même plus de 2 millions aujourd'hui de collaborateurs. C'est énorme, 2 millions de travailleurs, c'est quand même assez important. Donc niveau sans précédent atteint en octobre 2024. On a également une croissance aujourd'hui des effectifs, donc en R&D, c'est recherche et développement. Chercheurs, on est quasiment plus de 300 000 chercheurs et il y aura toujours les meilleurs cerveaux des États-Unis, avec, les salaires qui vont avec, hein. Donc record en personnel, notamment en biotechnologie qu'en R&D et les, CEO donc optimistes, 94 prévoient d'augmenter leurs effectifs sur 3 ans. Bon, on verra ça également au cours du temps, mais a priori, on est quand même sur des emplois quand même, bon, 2 000 c'est quand même conséquent. On est quand même sur un secteur d'activité qui a une part non négligeable. On continue, retour du financement, bon évidemment on a eu, des petits pics avec le covid, évidemment, faut que ça corrige et à ce jour, on se aux donc, capital risque donc de, 30,4, milliards. Le capital risque en sciences de la vie a augmenté, atteignant 30,4 milliards, donc c'est 10 de plus que le pic pré-pandémie, donc en 2019. Il y a encore toujours des capitaux dans ces classes d'actifs, dans ces recherches et in fine, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour des foncières telles qu'Alexandria, parce que voilà, nous, d'un côté, on a la foncière, on loue, nos locaux. Innovation scientifique soutenue, 49 nouveaux médicaments, donc approuvés, en, 2024, soit, la sixième meilleure année jamais enregistrée, donc on a quand même toujours de la croissance, hein. Thérapie avancée, on a également, un développement record de la thérapie génétique. Tout ce qui est lié également à l'ARN, phase clinique. Je suis pas un spécialiste du domaine, donc voilà, je relate. On a quand même toujours une certaine avancée. Socle de demande, donc l'innovation a créé un socle structurel de demande pour l'immobilier de laboratoire. Voilà, comme par hasard, on a Alexandria là-dedans, qui est le leader. On va en venir et j'ai fait quand même pas mal de slides cette fois-ci. Résilience macroéconomique, on a quand même un bilan financier qui est plutôt sain, hausse du patrimoine via le marché des actions et immobilier. On a quand même une croissance du PIB avec une anticipation, qui est plus forte qu'en 2024, mais attention, on a quand même Donald Trump. Du jour pour le lendemain, on peut se prendre quand même des droits de douane à plus de 20 donc attention et ça risque de créer de l'inflation. Donc à suivre, hein. Faites attention au niveau de vos investissements, soyez quand même un petit peu stratégiques et prenez un peu de la hauteur. Détente financière, donc quand les conditions financières progressivement plus accommodantes, hein. Ceci on a quand même des taux, qui sont quand même assez importants aux États-Unis, hein, si on le compare en France ou en Europe. Demande soutenue, donc environnement favorable à la demande de laboratoire, mais de laboratoire de qualité. On verra. On a quand même des taux de vacances qui augmentent. Par conséquent, même chose qu'en France, même chose sur les bureaux en France, par exemple, on va chercher la qualité, comme d'habitude. On revient toujours sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui définit la qualité? Un, l'emplacement. 2, de la nouveauté, en fait. Il faut que les actifs soient bien entretenus. Quelque chose de vétuste, on n'en veut pas. Comme je vous mentionnais, taux de vacances élevé. Donc on a les big 3, donc c'est Boston, San Francisco et San Diego. C'est, on va dire les 3 villes, avec on va dire le plus de laboratoires, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est les 3 villes spécialisées un petit peu en life science. On a un taux de vacances d'environ 22 au T3 2024, alors qu'on oscille aux alentours de 5 entre 2019 et 2022. Je reprends, 22. C'est pire que les bureaux, hein, c'est vraiment assez, c'est même énorme.
Absorption nette négative, 5,3 millions à Foursquare, donc depuis 2023. Donc on a quand même un taux de vacances qui est important. Donc ce qu'il faut regarder lorsqu'on investit sur des foncières, c'est très bien, les baux, on en est où? On a des baux fermes, très bien. C'est quand l'échéance? L'échéance d'Alexandria, c'est dans 9 ans, à peu près, 9 ans, et on est quand même sur des, locataires premium, c'est des signatures. Ce sont les plus gros laboratoires, comme, Eli Lilly, par exemple. Voilà, tout le monde connaît Eli Lilly, je pense, c'est le top du top. Mais les petits, laboratoires à Boston, un peu vétustes ou quoi, bon, ben, voilà, ça reste vacant, 22. Après, vaut mieux acheter quand c'est bas, hein, que quand c'est haut et tout va bien, je viens de vous dire. Mais dans l'absolu, voilà pourquoi le marché Price Alexandria, c'est l'une des raisons. Autre marché primaire, donc Philadelphie ainsi que les autres villes comme Seattle, affichent une vacance donc plus modérée, mais on est quand même à 12. 10 des principaux marchés ont renoué avec une absorption positive au T4 2024. Donc il faut laisser du temps. Le marché immobilier, ça prend un peu de temps. Ça, c'est le broker qui énonce, hein. À mon avis, je vous le lis clairement dans les faits. Je pense que c'est pas terrible, hein, pour l'instant. Sinon, on aurait un cours de bourse, notamment d'Alexandrie, qui repartirait fortement. Faudra également attendre en avril. Je crois qu'on a le quarter de 2025 d'Alexandria. Et donc, on aura un peu plus de feedback par rapport à la situation actuelle. De toute manière, la politique d'Alexandria, c'est les petits, voilà, les petits laboratoires pas terribles. Bon, ben, on vend, on prend le cash et on investit dans les méga campus. Pression sur les loyers prime. Alors attention, comme d'habitude, on a donc, le loyer, on appelle ça donc un loyer facial, un loyer économique. Principalement, ce que vous allez retrouver dans la presse, c'est le loyer facial. C'est-à-dire, bon, ben, monsieur Dupont, s'il y a un bail, je sais pas, j'invente, hein, 100 000 € pour l'année, voilà, on est sur bail commercial, 100 000 €, ce qui fait X donc X euros du mètre carré, point. Sauf que dans les faits, il y a énormément de choses à prendre en compte. On va voir les franchises, qui sont pas forcément mentionnées. Les franchises, très bien, monsieur, Dupont a pris 100 000 € le bail, sauf que pendant 3 ans, il va pas payer, voilà. Par exemple, et donc c'est un impact significatif sur le loyer économique. On va voir les travaux, par exemple. On va avoir également un loyer par palier, c'est-à-dire, bah, 1re année, bah, on va peut-être faire une réduction de 50. L'année prochaine, une petite réduction de 25 et puis vous allez vraiment commencer à payer le loyer pleinement qu'à partir de la 4e année, par exemple. Donc il y a toutes ces mises à disposition anticipées, donc la MADA un petit peu, heu, qu'il faut prendre en compte. Et on parle surtout de donc le loyer prime, ça c'est, les loyers, topissimes qualité, mais on parle surtout de loyer économique. Donc attention, c'est à prendre entre guillemets. On a une baisse des loyers, donc déclin significatif sur 2023-2024. Donc on a une baisse, notamment des loyers. L'avantage d'avoir des baux fermes, pour la foncière, c'est que le locataire est point lié. Il a signé pour 10 ans, par exemple, donc pendant 10 ans, il peut pas partir. Il faudra forcément payer, hein, voilà. Mais techniquement, pendant 10 ans, il est point lié. Et c'est vraiment important d'avoir des baux fermes pour, sécuriser notre investissement, notamment sur des périodes de repli. Et encore une fois, ça va sécuriser notre flux de trésorerie pour les dividendes, par exemple. Donc c'est ce que je vous mentionnais, encore une fois, ce sont les mois de franchise et l'aménagement financé. Pour les baux qui vont être renouvelés, hein, par exemple, voilà, en France pour du bureau ou même dans les Big 3, si on signe avec un preneur, le preneur, il a un avantage, le marché va pas très bien, il a un avantage, il a le choix, il y a énormément de demandes. Par conséquent, il va demander des mois de franchise et également des, aménagements et c'est genre le bailleur qui va payer. Parce que le bailleur, ce qu'il recherche, c'est vraiment, encore une fois, ça dépend de la stratégie, hein, de la foncière, mais on va quand même chercher sur du long terme et sécuriser notre actif avec des baux fermes. Donc, il y a toute une stratégie de négociation. Très bien, tu signes pour 10 ans, sur un bail ferme, mais en échange, je paye X mois ou X années de franchise et je paye à hauteur de 75 par exemple les travaux. Voilà. Qualité recherchée. Alors attends, avant peut-être pouvoir de négociation, je l'ai expliqué, donc retour du pouvoir, aux locataires. Comme avec le résidentiel, les acteurs ont leur mot à dire, hein, c'est eux qui dominent le marché. Avant, c'était plutôt l'inverse, c'était vraiment les vendeurs, hein, ils avaient quand même bon nombre de personnes qui voulaient acheter. Là, maintenant, c'est l'inverse. Donc c'est souvent, voilà, c'est souvent des cycles, hein, l'immobilier. Bien sûr, appétit maintenu pour les espaces premium de qualité. Donc espace premium, c'est quelque chose de récent et c'est quelque chose qui est bien, situé avec, encore une fois, les derniers aménagements, et cetera, proximité de transport, quelque chose de joli. C'est toujours la même chose. Alors, rendement immobilier sous pression, on a une stabilisation, notamment les cap rates. On a soit le taux de rendement, soit le taux de capi, hein. Cap rate, c'est ça. On a des taux de rendement entre 5 à 6. 5 à 6, ça commence à être important pour des, laboratoires, donc des labos core, hein. Core, c'est la stratégie, c'est une stratégie,
on va dire, voilà, un laboratoire plutôt qualitatif. On a le core, core plus, value add, opportunist, on a déjà vu sur une vidéo, donc 5-6. Plus, le taux enfin le rendement ou le taux de capi augmente, plus la valeur de l'actif, baisse. Parce qu'on est sur du loyer divisé par un taux. Taux sans risque, mais il augmente, donc c'est un effet antagoniste sur les foncières, comme vous le savez. La hausse des taux d'intérêt depuis 2022, évidemment, ça a impacté fortement le marché immobilier. Les labos ont mieux résisté que l'immobilier du bureau traditionnel, c'est sûr, mais on a d'autres classes actifs, qui résistent très bien, hein, comme le retail, par exemple, sur le free retail, comme du Agri Realty, comme sur du, Realty Income, ça résiste très bien. Parlons maintenant de notre cher Alexandria Real Estate Equities, donc position de marché. Premier point, leader incontesté. C'est pas compliqué. C'est la première foncière, hein, donc c'est le premier REIT spécialisé du secteur des sciences de la vie aux États-Unis. C'est la première, c'est pas la deuxième, c'est la number one. Empreinte nationale, plus de 25 millions, hein, j'arrondis en français, donc de mètres carrés, sur les 13 principaux marchés, répartis sur 181 propriétés. Méga campus, stratégie de concentration sur des ensembles de plus de 1 million de mètres carrés, donc first quit, combinant labo et services. Donc, je fais un petit récap. Leader, donc on a un moat sur la situation. Entreprise très bien gérée, on a vu très peu de dettes, de la croissance. On est quand même diversifié, on a une empreinte qui est sur les différents États aux États-Unis. Et on a surtout des méga campus. Et comme mentionné dans le dernier quarter, ce qui génère, on a le meilleur retour sur investissement. Donc, ce que fait Alexandrie en ce moment, c'est on vend les entrepôts qui sont moyens. Voilà, le Moyen-Âge, on n'en veut pas. Et on se concentre sur ce qui marche, c'est-à-dire les méga campus. Est-ce qu'il y a beaucoup de foncières qui ont des méga campus? La réponse est non. Donc ils se concentrent sur leur valeur ajoutée. Et généralement sur les très gros actifs, hein, plus d'1 million donc de square feet. Un des points également à comprendre, c'est plus votre actif est grand, généralement plus on va faire des économies d'échelle. La même chose sur les centres commerciaux. Les centres commerciaux les plus grands, bon, c'est ceux qui drivent le plus, hein, de flux, mais on va faire des économies d'échelle face aux petits, centres commerciaux. Même, comparaison avec, le fameux immeuble de rapport. Immeuble de rapport, tu as tous tes appartements sur, un même immeuble. Lorsque tu fais des travaux, tu peux les enchaîner, et tu as une économie d'échelle. Pipeline de développement donc d'Alexandrie. On a un pipeline également, de développement en cours, donc fin 2024, soit 17% du portefeuille existant. Plus de 50% est déjà commercialisé avant livraison. Il faudra surtout analyser le quarter donc d'avril. En tout cas, moi, à ce jour, je viens d'avoir à peu près 1 000 € sur Alexandria et j'attendrai pour mettre éventuellement plus suite à leurs premiers résultats en avril. Gestion financière, on a la liquidité, 5,7 milliards de liquidités disponibles fin 2024. Endettement maîtrisé, on a vu, dette sur actif, on est largement en dessous de 40%, donc c'est juste un excellent point. Recyclage du capital, on a un arbitrage, on a des cessions d'actifs à plus de 1,7 milliard de dollars. On vend toutes les petites mers, les petits labos, là pas terrible, on prend le cash et on l'investit dans les méga campus. Dernier point, on a un dividende qui est croissant pour la 28e année consécutive. Alors en vrai un petit peu moins, hein, je pense pas parce que en 2008-2009 il avait quand même coupé. Mais voilà, on a quand même une croissance dividende toujours malgré cette baisse sur le marché. Perspective financière, on a une baisse en tout cas des FFO, pour 2025, des FFO par action. Pourquoi? Suite à l'arbitrage, on va avoir un peu moins de revenus et il faudra peut-être attendre l'année suivante lorsque ce cash suite aux cessions va être réinvesti. D'où mon point où je reviens sur le NOI, on aura une baisse du NOI. Pourquoi? Parce qu'on va faire un arbitrage, on va vendre certains actifs. Donc ces actifs ne vont plus générer de revenus. Taux d'occupation entre 4,16 et 93. Encore une fois, ce sont les perspectives financières, hein, de différents, analystes. Donc il faudra vraiment suivre ce taux d'occupation, mais on a donc des beaux fermes, sur le top 10 ou top 25 des locataires, donc moi je m'inquiète pas plus que ça. Donc encore une fois, il faudra vraiment attendre 2024 pour vraiment énoncer ce point-là. Réversion des loyers, donc ça c'est un excellent point, que ce soit cash ou en gap. L'excellent parce qu'également on a une appréciation du cours de bourse. On va valoriser également les actifs de qualité comme les méga campus. Impact nos retours donc de Trump avec notamment l'immigration. Donc on a un resserrement des visas, hein, comme vous l'avez vu, donc potentiel donc durcissement pour les scientifiques étrangers,
Il y a beaucoup de scientifiques étrangers, hein, voilà. Que ce soit vers la partie asiatique, même en Europe, pour des questions comme d'habitude de salaire, hein, c'est soit, 10 000 en France, soit tu as 100 000 aux États-Unis, quoi. Donc pénurie de talent, donc la moitié des scientifiques ou doctorats aux États-Unis sont nés à l'étranger et impact sur les clusters, donc on a un affaiblissement possible des écosystèmes locaux comme Boston ou San Francisco, comme on a vu, ce sont vraiment des villes qui drivent un petit peu le marché, en life science. Donc avant au cours du temps, je pense pas que tous les scientifiques vont partir. Oui, ça va peut-être épurer un instant T, parce qu'on aime bien faire des annonces de choc, mais lorsqu'on investit sur des classes actives comme Alexandria, c'est à minima sur plusieurs années et je pense que, voilà, les États-Unis vont toujours driver un petit peu le marché, notamment, avec, l'afflux de capitaux qui est très important. Impact d'un retour de Trump, donc économie. Droits de douane. Alors là, on en apprend un peu tous les jours, je vais vous dire là le récemment, c'était les voitures, donc politique de tarifs douaniers donc agressive possible, si même, on va voir quand c'est que ça va s'arrêter, hein, et sur quoi, les tarifs vont encore une fois augmenter, vont baisser. Mais voilà, ce qui à mon avis, ça va créer l'inflation, hein, comme je vous l'annonce à chaque fois, c'est sûr. Risque d'inflation supplémentaire dû aux tarifs et restrictions donc migratoires. Taux d'intérêt, attention, nous on va surtout regarder ce point-là. Taux d'intérêt, donc maintien possible à un niveau élevé face à l'inflation. Donc il faudrait pas que l'inflation non plus s'envole trop, je viens de vous dire. Donc à suivre, hein, faudra surtout écouter donc Jérôme Powell. Mais si on continue à ce petit jeu avec les droits de douane dans tous les sens, évidemment que ça va créer l'inflation aux États-Unis et donc in fine, on aura des répercussions sur les taux d'intérêt. Donc c'est quand même un point à suivre. Fiscalité, donc potentiel base d'impôt pour les entreprises, donc ça par contre c'est un, très bon point. Alors, au niveau de la FDA et santé, donc des réglementations potentielles, comme on a vu, hein, donc on a une accélération possible des approbations de médicaments, une simplification de certaines normes, hein, notamment pour simuler, l'innovation et évidemment, il faut que ça aille vite, hein, contrairement chez nous en France où, voilà, on a énormément de paperasse, de papier. Alors c'est bien, hein, pour sécuriser encore une fois le ménage, c'est très bien, mais ça prend trop de temps, voilà. D'un côté, les États-Unis avancent 2 fois plus vite. Donc c'est, bénéfique pour les biotech en réduisant d'une part les coûts et les délais. Et c'est une des raisons pourquoi je dis sur Alexandria. Risque d'instabilité, donc nomination controversée possible à la tête des agences de santé. On a également des inquiétudes sur le processus d'approbation des médicaments. Parce que des fois, c'est très bien, ça va très vite, mais bon, voilà, hein, ça reste quand même un médicament, hein. Également pression potentielle sur les prix des médicaments. Et encore une fois, le preneur, voilà, enfin, Eli par exemple, il faut qu'il continue à générer du revenu pour payer ses loyers. La situation du locataire est très importante pour le bailleur. J'entends beaucoup de personnes: «Bon, c'est locataire, c'est pas grave». Non, il est important de comprendre les situations du preneur, c'est très important, pour éviter les impayés et éviter toute négociation, par exemple, bon, on est d'accord, très bien, bon, vous payez pas ce mois-ci le loyer, par contre vous paierez prochainement et généralement pour repayer le loyer qui n'a pas été payé, c'est très complexe. Au niveau du commerce, l'impact de retour de Trump, tensions commerciales. Comme on a déjà vu, on a des menaces de plus 25 au Canada, au Mexique, enfin voilà, c'est important, assez agressif, hein. Heu, on va avoir également des perturbations sur des flux de substances pharmaceutiques. Au niveau de la relocalisation, impossible, je pense même, que ça risque de se passer, mais une relocalisation des productions pharmaceutiques aux États-Unis, avec Trump. Donc évidemment que si on va chercher à produire, aux États-Unis, il faudra forcément donc des locaux et Alexandria, je viens de vous dire, est là. Collaboration scientifique, donc entrave potentielle aux collaborations de recherche transfrontalières. Mais comme je vous les annonce, hein, on investit sur du long terme. Pour moi, le plus important, c'est vraiment l'entreprise en question. Est-ce qu'elle a des bons fondamentaux? Oui ou non? Est-ce qu'elle se paye cher? Oui ou non? Après, j'estime que l'entreprise doit faire face à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être en crise, sur différents segments, mais il y en aura d'autres, des crises, hein. Perspective d'investissement pour Alexandria. Donc, normalisation du marché. Donc, absorption, a priori, d'ici fin 2025. Ça m'étonnerait, je vous donne mon point de vue, il faudra peut-être attendre plutôt 2026, mais au bout d'un moment, il y aura bien une absorption qui sera faite. Avantage compétitif, focus sur les clusters de premier plan et campus de haute qualité. C'est vraiment un avantage, un effet, on appelle ça un moat, hein, l'effet Douve un petit peu, donc un moat de Alexandria. Première foncière et des actifs premium. Reprise de croissance, hein, notamment avec une hausse du NOI et amélioration du taux d'occupation vers 95. Donc on verra ça également, je vous dis, on attend le prochain quarter en avril. Point d'entrée attractif, on a quand même un rendement à 5% et cours de bourse proche des plus bas.
Un price à FFO, on paye ça 10 fois les free cash flow. C'est vraiment très peu. Donc pour moi, est-ce que le risque en vaut la peine? La réponse est oui. On est une foncière qui est saine, on a des actifs de qualité et on paye ça pas très cher. Risque et conclusion. Risque à court terme, en effet, lenteur possible de la, résorption de la vacance, concentration du portefeuille sur quelques hubs, si on a vu, quelques clusters, via les méga campus, hausse des coûts d'emprunt, très bien. Par contre, il faut avoir une vision sur du long terme, hein, on est bien d'accord. Évaluation globale positive à horizon de 3 à 5 ans. Alexandria navigue imprudemment dans les tempêtes et bien positionné pour la reprise, elle a quand même de très beaux actifs, notamment sur les méga campus. Recommandation, encore une fois, je ne suis pas un conseiller d'investissement, faites vos propres recherches. Pari raisonnable, prudent pour un investisseur à long terme. Je suis bien d'accord, c'est à long terme, je n'achète pas Alexandria pour 6 mois. Combinant la résilience d'un rates défensif et le potentiel de rebond cyclique. C'est le leader incontesté sur le jeu foncier des life science. J'ai 5,5% de rendement. Au niveau des fondamentaux, c'est clean. Mes revenus locatifs, ils sont sécurisés pendant quasiment 7 ans. Bon, faut attendre un rebond maintenant. Je vous dis prochain récap, donc je vous fais une petite analyse d'Alexandria avec une petite manière un peu plus poussée. Là, c'était vraiment plutôt le marché life science. N'hésitez pas à me donner votre point de vue si vous avez encore des interrogations sur ce marché-là. Encore une fois, je peux avoir un biais, c'est tout à fait possible parce que je suis investi dans l'Alexandria. Donc ceux qui ont un avis opposé, allez-y, hein, moi je suis tout à fait preneur de différents points de vue, tant que c'est argumenté avec des exemples. Et puis je vous dis écoutez à une prochaine petite vidéo. Allez, bye bye.